Hold'em Masterclass numéro 71. Bloquer en payant la relance. Dans le cadre des tactiques de contre-attaque, nous allons examiner comment, sans renchérir après une attaque, il est possible d'immobiliser l'adversaire agressif. Beaucoup de joueurs sans expérience se trouvent désarmés devant un joueur agressif qui multiplie les relances d'intimidation. Cela les pousse parfois à jeter des mains qui auraient mérité de continuer le coup. Ou inversement, cela les pousse à tenter un bluff à la relance particulièrement dangereux, alors qu'il est souvent à la fois économique et efficace de casser l'agressivité adverse en se contentant de se maintenir sur le coup. Nous nous trouvons dans une grosse partie de cash games relayée par l'émission télévisée High Stakes. En cash games, les blindes n'augmentent pas, ce qui donne au facteur temps une toute autre dimension qu'en tournoi. Les joueurs n'ont pas à échapper à l'érosion continuelle due à l'augmentation graduelle des blindes. Cependant, quand une partie de cash comporte des antés, un joueur ne peut pas éternellement rester en attente. À un moment ou à un autre, il va devoir monter au créneau et jouer le coup. Dans la partie de cash games qui nous sert d'exemple, se trouvent des grands noms du poker, dont notamment Doyle Brunson, le doyen des champions actuels et auteur du fameux livre Super System. Les tapis sont élevés puisqu'ils sont d'au moins 100 000 $ chacun. Les blindes sont de 300, 600 et les antés sont de 250. Donc, au moment où le premier joueur doit parler, le pot contient déjà 2 900 $. Nous sommes à la place numéro 3. Cette place est aussi appelée UTG, c'est-à-dire Under the Gun, qu'on peut aussi traduire par sous le feu, car ce joueur est juste après le surblinde. Nous allons donc parler en premier. Notre personnage est celui de Gabe Kaplan. Nous accumulons des résultats en tournoi depuis 1979 et nous participons régulièrement aux plus grandes manifestations. Notre main est la paire de rois. C'est la deuxième main la plus forte des 169 mains possibles, mais comme toutes les mains fortes en Hold'em No Limit, on doit la jouer fortement dès le début du coup pour la protéger. L'idée est de renchérir le prix du coup pour raréfier les adversaires, car il est hors de question, avec une telle main, de maintenir un nombre important d'adversaires contre nous. Ce serait trop dangereux, car si le flop permet des tirages, ils vont être beaucoup plus difficiles à déloger du coup après. Nous relançons à 4200, les deux joueurs suivants passent, le joueur numéro 6 paye les 4200 et les autres joueurs passent. Comme nous ne pouvons en aucun cas nous permettre de suivre le surblinde avec notre paire de rois, nous allons donc relancer. Le surblinde est de 600 et le pot est de 2900, alors nous relançons à 4200. Cela peut paraître élevé puisque cela représente 7 fois le surblinde, mais n'oublions pas qu'aux blindes s'ajoutent les antés. Quand il y a des antés, il ne faut pas tenir compte uniquement de la valeur des blindes pour fixer la hauteur de votre relance. Vous devez aussi y intégrer le montant des antés, car cela entre dans le calcul que les joueurs font mentalement pour savoir s'ils ont, oui ou non, une cote suffisante pour entrer dans le coup. Plus vous relancez haut, et plus leur cote est difficile à atteindre, et plus vous écartez les possibilités de tirage adverse. Le sixième joueur paye les 4200. Son nom est Mike Matuso, c'est un grand joueur américain, célèbre pour ses diatribes télévisées en tournoi. Ce Mike est capable de jouer à peu près n'importe quelle main dans cette position et pour ce prix-là. Il a un tapis légèrement supérieur au nôtre. Après Matuso, les autres joueurs passent et nous nous retrouvons en tête-à-tête avec lui pour la suite du coup. Le pot contient 11 300. Le flop comporte 3 cartes contenues dans une quinte. C'est un flop hautement dangereux car si notre adversaire possède un 9, il a tirage à quinte et s'il possède 2 trèfles, il a tirage couleur. Nous possédons nous-mêmes une overpair. C'est évidemment une très bonne main, quoique fragilisée par les possibilités de tirage au flop. Nous checkons, Matuso ouvre à 8000 et nous payons les 8000. Nous ne cherchons pas à réveiller le démon de l'attaque qui sommeille chez notre adversaire et nous préférons checker. Cette décision serait discutable en tournoi où nous devons obtenir de l'information sur les adversaires et pour ce faire, nous devons attaquer. Mais en cash games, les coups sont joués moins agressivement car on ne met pas sa survie en jeu et on ne cherche pas à intimider l'adversaire en permanence. C'est pourquoi, en règle générale, les parties sont plus larges en cash games qu'en tournoi et on voit plus souvent les flops. Matuso réfléchit un instant puis ouvre à 8000. Cette ouverture peut signifier qu'il a une paire, 2 paires ou même brelan, auquel cas il doit se protéger des tirages adverses. Mais cette enchère peut aussi cacher une quinte, car même avec ce gros jeu, il se doit d'écarter l'adversaire qui possède le tirage à couleur. De notre côté, avec notre paire de rois, nous possédons une main qui reste valable et nous payons les 8000.
Pourquoi? Parce que comme Matuzo n'a pas relancé préflop, il n'a ni paire d'as ni paire de roi en main. Le mieux qu'il puisse avoir est paire de dame ou paire de valet, mais nous le voyons plutôt à cet instant sur la paire max, donc la paire de valet splittée. C'est en tout cas ce qui est le plus probable. En plus, le simple fait de payer l'ouverture est un message équivoque envoyé à l'adresse de Matuzo, car c'est exactement ce que nous ferions si nous avions un très gros jeu en main comme quinte ou brelan. Au lieu d'être un aveu de faiblesse, ce simple fait de suivre révèle exactement le contraire et devient très inquiétant pour Matuzo. En plus, cette enchère prépare la suite du coup. Si nous checkons une fois de plus à la turn, Matuzo peut craindre d'ouvrir et de se voir payer une deuxième fois, voire relancer, ce qui élimine tout bluff de sa part et nous rend le coup beaucoup moins cher. Le pot contient 27 300. La turn est l'as de trèfle. Elle nous apporte trois mauvaises nouvelles. 1. Elle donne une quinte au joueur qui possède roi-dame. 2. Elle donne couleur au possesseur de deux trèfles. 3. Elle donne overpair au possesseur d'un as. Mais tout n'est pas noir pour nous dans ce tableau, car nous possédons maintenant le tirage à couleur max grâce à notre roi de trèfle. Nous checkons et Matuzo check. Cet as est une carte horrible pour nous puisqu'elle augmente la menace et ne nous donne qu'une sortie en force, celle de la couleur max que nous allons toucher à la river dans seulement 18% des cas. Cette fois, nous checkons et au lieu d'ouvrir, Matuzo check lui aussi. Cette réaction est importante car elle peut avoir deux significations. 1. Matuzo a un jeu énorme, comme quinte ou couleur, et il ne cherche pas à nous effrayer, donc il check. Il pourrait ouvrir bas pour tâter le terrain, mais s'il possède couleur, il aurait tout intérêt à checker. 2. Matuzo est assez faible. Il a un tirage ou une paire. Ici, on est tenté de penser qu'il n'a pas la paire d'as, sans quoi il aurait ouvert au lieu de checker. Il reste une troisième voie qui est le bluff total. Matuzo en est parfaitement capable. Mais comme il a été payé au tour précédent et qu'il ne veut évidemment pas être payé à nouveau ici s'il bluffe, il est normal qu'il se contente de checker aussi. Et s'il stoppe son agression à la turn, c'est au moins en partie dû au fait que nous nous sommes contentés de suivre son ouverture au flop au lieu de la relancer. Cette contre-attaque immobilise l'adversaire. Le pot contient toujours 27 300. La river est le 6 de pique, qui est une carte a priori sans aucun danger sur ce tableau. Elle ne change rien pour nous et nous finissons avec notre paire de roi. Nous ouvrons à 16 000 et Matuzo passe. Comme Matuzo n'a pas contre-attaqué au tour précédent et comme la carte unique qui nous bat est l'as, en dehors des quintes et des couleurs, nous tentons une attaque maintenant en ouvrant à 16 000 à environ 60% du pot. Évidemment, cette attaque n'est due en aucun cas au 6 de pique et cela Matuzo l'a forcément compris. Mais nous avons checké 2 fois de suite dans ce coup et cela peut très bien être parce que nous possédons une grosse combinaison. Nous avons aussi un grand avantage que beaucoup de joueurs sous-estiment. Nous avons relancé préflop, ce qui élargit l'éventail de nos mains possibles, y compris 2 gros trèfles ou roi-dame qui donnent respectivement couleur et quinte. Après cette ouverture, Matuzo entre dans une période de réflexion intense. Il prend les 16 000 jetons en main, puis il dit, comme cela lui arrive assez souvent, je bats 2-7, je bats roi-valet, je bats 2 dames, je bats 2 rois, et je peux battre 2-9. Avec cette phrase, Matuzo essaie bien sûr d'obtenir de l'information de notre part. Or, il y a une règle au poker. Le joueur ne doit pas dire quelle est sa main. C'est pourquoi Matuzo utilise ce petit artifice. Au lieu de dire ce qu'il a comme carte, il cite les mains qu'il bat. De cette manière, il n'enfreint pas la loi des parties internationales. En vertu de cette même règle, nous lui répondons « J'ai une paire de 7 », ce qui est évidemment faux, mais peu importe, car cela nous permet au moins de respecter la règle. En plus, nous savons bien que Matuzo ne va sûrement pas prendre cette phrase au premier degré. Matuzo finit par passer, mais comme d'après sa phrase nous en avons déduit qu'il avait paire d'as, nous essayons de lui montrer nos rois. Alors nous lui disons « Tu peux battre nos rois? Tu peux battre 2 rois, c'est ça ?» Comme nous avançons nos cartes pour les retourner, il dit « Ne me les montre pas, s'il te plaît. » Dès cet instant, nous sommes certains qu'il possédait bien la paire d'as, un dans la main et un au tableau. Nous pourrions retourner nos cartes, mais comme notre intérêt est d'éviter le clash, nous préférons les jeter et nous disons, en guise de plaisanterie finale, « Ok, je ne vais pas te les montrer parce qu'on est compatriotes. » Quand un joueur ouvre ou relance, le réflexe de base du no limit, quand on est un joueur chevronné, est d'envisager d'abord de relancer ou de passer. Mais quand on ne fait que payer, on se comporte exactement comme un joueur qui possède un très gros jeu et qui inverse la menace. L'adversaire attaque, mais nous ne craignons pas l'attaque, nous l'amortissons en quelque sorte en acceptant le prix sans discuter. C'est forcément déstabilisant pour l'adversaire s'il est en bluff ou s'il a une main moyenne.
C'est même souvent plus menaçant que de relancer, car si nous étions en bluff, c'est ce que nous ferions, relancer. Ce simple fait de suivre l'ouverture suffit à semer le doute dans l'esprit adverse et à casser ses velléités d'attaquant. Ajoutez à cela que Kaplan a attaqué préflop, ce qui inquiète davantage encore Matuso, et nous comprenons que les deux joueurs check à la turn. L'attaque finale de Kaplan est la résultante logique de la mise en immobilisation de Matuso. Certes, Kaplan sait que Matuso a peut-être une grosse main, mais le tableau est tellement riche en grosses combinaisons que Kaplan l'utilise comme menace directe sur son adversaire, ce qui contribue encore plus à immobiliser Matuso, qui n'a plus qu'une seule ressource, jeter ses cartes. Si vous retournez en arrière dans le coup, vous constatez que Matuso possède la main As-9 de pique. Il avait donc le tirage à quinte au flop, autrement dit, aucune main probante. Dès l'instant qu'il se voit payer au flop, il prend peur, car même s'il est peu probable que Kaplan ait déjà la quinte, il peut quand même avoir un brelan. Donc quand Kaplan check à la turn, il est normal que Matuso check lui aussi, d'autant plus normal que cette turn apporte un tirage à couleur. Pourtant, comme Matuso touche une paire d'as à la turn, il pouvait éventuellement faire une ouverture à 8000, ne serait-ce que pour tester Kaplan. Et le fait est, s'il avait ouvert alors, Kaplan aurait probablement jeté sa paire de roi. En optant pour une attitude passive, Matuso a préféré jouer la carte gratuite, la river qui pouvait lui donner quinte. Mais quand on y réfléchit une seconde, c'est peine perdue. Car s'il avait touché la quinte à la river, il pouvait déjà être battu par une couleur à trèfle. Il est donc possible que Matuso, en voyant cet as de trèfle à la turn, qui était la pire carte possible, ait laissé tomber mentalement toute velléité quant à ce coup, car il se trouvait dès lors trop dangereux. Pour conclure, même s'il est vrai que l'immobilisation de l'adversaire est souhaitable quand le flop est dangereux, cette tactique doit s'habiller d'autres éléments pour être crédible. Par exemple, 1. Une relance préflop, comme c'est le cas dans notre exemple. 2. Une image agressive ou solide. 3. Un tapis supérieur au tapis adverse. 4. Parler avant l'adversaire. 5. Un coup précédent joué de cette manière où vous avez abattu une main très forte, etc. Une telle immobilisation se fait de préférence au flop, dans le but d'obtenir une turn gratuite et d'attaquer à la river.